Le mardi c'est le jour parfait. Oh 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 oh. Équipe d'Afrique, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez en instant même, restez avec nous jusqu'à 12h sur la radio qui mouille le maillot 91.9 ou www.sportfmtg.com ou encore via notre chaîne YouTube Sport FM Replay ou encore sur les autres canaux de diffusion. Nous commençons avec cette bonne information pour le Cécifoot togolais. Ali Petro devient le premier joueur international togolais dans le Cécifoot. Il évolue désormais avec Toulouse et après une première apparition, justement, il a inscrit un quadruplé. On parle de ce joueur de Cécifoot avec Kofi Abdul Rafat Kondo, qui est le secrétaire général de l'AS Kekeli, l'ancien club de Ali Petro. Bonjour, monsieur Kondo. Bonjour Roméo, bonjour. J'espère que vous vous êtes bien réveillé ce matin. Un petit souci de... Oui, c'est bon maintenant. Oui. Voilà. Alors, oui. Ouais, sans plus tarder, nous allons parler de Ali Petro, votre ancien coéquipier avec l'AS Kekeli qui se retrouve actuellement en France avec Toulouse, où il joue en tant que professionnel dans le championnat Cécifoot en France. D'abord, comment a été fait ce départ de Ali Petro? Un petit souci de connexion pour... Abdou Arafat, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour voir si la connexion va se stabiliser à votre niveau. Ça flotte. Nous sommes avec Kofi Abdul Rafat Kondo, secrétaire général de l'AS Kekeli et membre de la fédération qui s'occupe de ce sport. Est-ce que c'est bon maintenant, on peut y aller? Non, pas encore. Oui, je crois que ça vient peu à peu. Oui, je crois que c'est bon maintenant. C'est bon à votre niveau? Non. Le mieux, on va essayer de revoir les choses avec la technique, le temps justement de passer, pourquoi pas, notre tapis sonore pour recaler tout avec notre frère Kofi Abdou Rafat Kondo. À tout à l'heure. Vous êtes avec nous, bien évidemment, sur la radio qui mouille le maillot. On va encore tenter notre frère Kofi Abdou Rafat Kondo. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Oui, je pense que ça part, ça vient. Ok, on va y aller. Alors, dites-nous comment ça fait ce départ de Ali Petro pour la France. Oui, Ali Petro évoluait ici au Togo. Le club AS Kekeli, le premier club qui est créé au Togo ici, dans le domaine du Cécifoot, le football adapté aux personnes handicapées visuelles. Il faut dire que c'est parti d'un concours de Campus France. Donc, c'est la bourse Campus France qui l'a amené en France et arrivé là-bas, puisqu'il évoluait déjà dans le domaine du sport. Alors, il a été vu, il a été repêché en même temps avec l'équipe de Toulouse. Et c'est là où on a découvert ses performances. Il a fait ses premiers entraînements avec le coach de là-bas. Et bon, il a tout de suite été repéré et il a mené une belle performance lors de
sa première action, son premier match avec l'équipe de Toulouse. Donc, avant le départ, il faut dire qu'Ali Petro évoluait au Togo ici depuis longtemps, depuis qu'il était dans le centre. Donc, il était dans le centre de Togoville. C'est là où il a évolué et bon, il jouait le CC Foot. Et en ce moment, le CC Foot n'était pas encore bien développé au Togo. Il jouait avec les personnes qui voient. Donc, il driblait, il arrive à dribbler les personnes qui voient. Même, il jouait avec les personnes qui voient. Donc, il marquait le but. Il était déjà excellent. Donc, c'est comme c'est quelqu'un qui était déjà de football en lui dès la naissance. Donc, quand on a commencé le développement du CC Foot ici, et bon, il est resté toujours meilleur buteur lors de nos championnats, les 3 éditions passées. Il est resté toujours le meilleur buteur et il était toujours le meneur de ce jeu-là, ici au Togo. On avait la ferme conviction qu'il allait faire quelque chose de grand. Et voilà, l'opportunité de la bourse du campus universitaire était ouverte. Et là, il a postulé, il a réussi. Et puis, bon, voilà, il s'est retrouvé en France aujourd'hui. Alors, pour un joueur qui sort d'un championnat ou d'un sport amateur et qui s'impose déjà dans un sport professionnel, dites-nous ici à la base comment vous travaillez. Il faut dire que le CC Foot au Togo ici n'est pas encore très développé à faute de formation, des moyens adaptés pour mettre en œuvre ce sport. Et bon, mais malgré cela, nous faisons des efforts avec la création de la fédération. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la professionnalisation de ce sport. Mais il faut dire que ce sport, on le joue sans barrière. Parce que le CC Foot a besoin des barrières des deux côtés de long pour pouvoir bien harmoniser le jeu. Mais nous le jouons sans barrière, sans des cages de normes de CC Foot. On bricole comme ça. Donc, bon, et on arrive à s'en sortir. Malgré cela, on arrive à s'en sortir. Et voilà, avec le génie que nous utilisons en Afrique ici, bon, nos joueurs qui quittent souvent l'Afrique pour se rendre en Europe arrivent à bien s'en sortir parce qu'arriver là-bas, les conditions sont réunies, donc ils arrivent à se retrouver facilement. Or, ici au Togo, on a un problème d'orientation, vu que le terrain n'est pas bien adapté. Ça n'est pas bien adapté à notre situation parce qu'il faut des barrières, il faut des poteaux, il faut diviser le terrain par zone. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire ici puisque les choses ne sont pas. Il n'y a pas de matériel, il n'y en a pas. Donc, voilà comment on évolue ici. Donc, nous avons actuellement 4 clubs qui sont reconnus par l'État. Ouais. Et c'est avec ces 4 clubs-là que chaque année, en août, avec l'appui de l'association Lidao City Talent, nous organisons des jeux. Donc, c'est la seule compétition au Togo qui existe au Togo qui réunit les clubs parasport adaptés aux déficiences visuelles. Et c'est la seule compétition. Or, il faut plusieurs compétitions pour booster ou bien pour repêcher les talents. Malheureusement, on n'en a pas. On n'en a pas faute de moyens parce qu'il faut mettre les moyens en place pour organiser d'ailleurs un bon championnat et après organiser aussi des tournois et des coupes et des matchs amicaux. Mais malheureusement, il n'y en a pas. C'est chaque année, en août, qu'on arrive à se retrouver pour organiser un tournoi, un championnat pour pouvoir repêcher les talents et bon, pourquoi pas former une équipe. Nous sommes en train de penser aussi à former une équipe nationale puisque la fédération est déjà là. D'accord. Je sais que cette année en août, il y aura encore cet événement, l'Idao CC Talent. Ça doit être à Kara, si je ne me trompe pas. Non, l'année dernière, c'était à Kara. Cette année, nous allons nous retrouver à Sokodé, la ville aux 1000 mosquées. Ouais. Nous allons nous retrouver à Sokodé en août prochain. Et la nouvelle donne est que cette année, la compétition va prendre une tournure régionale. D'accord. Puisqu'il y aura la participation de nos frères du Bénin et du Burkina Faso. Ok, on va revenir un peu plus tard dans les prochains numéros sur cet événement pour l'année 2026, mais on va s'attarder encore sur Ali Petro, aujourd'hui qui évolue en tant que professionnel en France. À son départ pour la France, qu'est-ce que cela peut apporter au CC Foot au Togo? Sur le côté de... Vous me recevez? Oui, allez-y. D'accord. Le côté visibilité,
beaucoup en visibilité parce que un pays comme le Togo avait dans le... Mais heureusement, grâce à ce jeune, nous sommes reconnus. D'ailleurs, c'est parce que nous avons déjà deux joueurs togolais qui se retrouvent en France là-bas et qui dans le championnat de France de CC Foot. Ouais. Il y a l'homme Roland Sessou qui était déjà là depuis, qui était là-bas depuis, et Ali Petro est parti cette année le rejoindre. Donc, il faut dire que c'est un grand plus pour nous. Et ça va nous favoriser de tisser des relations, de nouer des relations avec la fédération de CC Foot française pour aussi gagner un partenariat et pourquoi pas obtenir du matériel adapté à notre situation. Donc c'est l'intérêt que cela peut nous porter. Et puis aussi du côté national, ça peut aussi les institutions, voilà, à investir plus dans ce sport. L'influence la visibilité du pays qui compte. Donc, je pense que cela va interpeller les autorités compétentes à plus investir dans ce sport-là. Et malheureusement, ce qui se ressent aujourd'hui, c'est que il n'y a pas assez de réaction de la part ou bien des journalistes, sauf vous, hein. Et sauf vous, bien sûr, par rapport à ce domaine-là, il n'y a pas encore une communauté assez élargie dans ce domaine, et c'est ce que nous allons souhaiter, nous allons demander aux médias de ce foot-là. En tout cas, Sport FM vous accompagne toujours sympa aujourd'hui. Ali Petro, 7 ans, enfin joueur de CC Foot, mais c'est aussi un athlète, un sprinter, 100 et 200 mètres. Est-ce qu'il va continuer encore dans ce domaine, bien il va se focaliser seulement sur le CC Foot, hein? Nous, notre domaine, nous sommes toujours polyvalents. Nous sommes toujours polyvalents. Donc, ici, bien, il fait bien. Et puis, c'est un acteur aussi du cinéma, donc il est polyvalent. Ouais. Il va continuer sur cette lancée et pourquoi pas aller prochainement les Jeux paralympiques, même si ce n'est pas la question. D'accord, nous sommes vraiment. Car je pense qu'il il était le plus médaille d'or ici. Oui. D'accord. Si c'est que les moyens permettaient. Oui, Kofi Abdou Rafat Kondor, nous sommes vraiment désolés. Nous aurons le temps de vous inviter en studio pour parler justement de Ali Petro, également du prochain événement Lidao CC Talent. Merci en tout cas pour la disponibilité, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Ça s'est coupé. Chers auditeurs, on le disait avec Kofi Abdou Rafat, qui est le secrétaire général de l'AS Kekeli, premier club de CC Foot au Togo, et aussi secrétaire général de la fédération qui s'occupe justement de ce sport. Le CC Foot au Togo, c'est une réalité. Et je me rappelle, j'ai été sur leur premier championnat. C'était en 2023. On va revenir encore pour se rappeler ces moments, pour vous dire tout simplement que le CC Foot se pratique également au Togo. C'est le cri de la victoire de l'association sportive Kekeli de l'Université de Lomé, vainqueur du premier championnat national de CC Foot. Sous un soleil ardent, ces jeunes passionnés du foot font leur jeu dans l'obscurité. Ne pouvant pas regarder le ballon, ils se servent de leurs oreilles pour suivre la direction de la balle. Très enthousiastes, les joueurs de l'AS Kekeli et de Elsa ont offert au public du Centre Olympe Africa de Lomé un spectacle digne d'une finale. Après les 20 minutes de la première mi-temps, les étudiants mènent 1-0, œuvre du capitaine et star du CC Foot au Togo, Ali Petro.
Un petit souci avec cet élément, oui, ça date, c'est vieux, hein, depuis 2023. Donc voilà, ben bon, je pense qu'on va essayer de retrouver le bon élément après parce que plus le temps passe, plus ça se dégrade. Ben, je crois que je devrais l'avoir dans mes archives. Ben, je vais chercher et le retrouver certainement. Alors, je suis avec en studio avec David Dadou. Bonjour David. Oui, bonjour Roméo, salutations sportives à toutes et à tous. Je sais que beaucoup de journalistes ne s'intéressent pas à toutes les disciplines sportives. Bah ça c'est clair. Oui, pour d'autres, c'est une découverte calma, le CC Foot. Mais bon, comme nous sommes dans le domaine, on traîne notre boss un peu partout. Et voilà, je suis tombé sur ce sport passionnant et très intéressant. Je ne sais pas si c'est la première fois pour toi également. Non, bon, j'ai eu à les écouter dans l'une de tes émissions. Il y avait Anna, il y avait aussi quelques gens qui étaient passés dans ton émission C'est pour ça. évoquer la compétition. Et je pense que par après, il y a Anna qui avait gagné quelque chose. Noumédo. Oui, Ouais. Anna Noumédo, C'est justement. Et à part Anna Noumédo, je pense qu'il y avait aussi quelqu'un qui a remporté un prix. Mais bon, j'oublie un petit peu le nom. Ce sport, personnellement, je l'ai découvert sur la chaîne Sport FM. Je ne l'ai jamais entendu parler. C'est foot. Et c'est par après que moi aussi, j'ai pu connaître quand même cette discipline. Quelqu'un qui n'avait pas les yeux, mais qui arrive quand même à produire quelque chose sur une aire de jeu. En tout cas, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais. Quand vous avez ces personnes-là, forcément, il va falloir qu'on les accompagne d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, voir ce dernier évoluer dans un club étranger, je me dis, c'est un gros exploit. En tout cas, j'espère qu'il va continuer dans cette belle dynamique. On va quitter le sport adapté pour parler justement du foot. C'est la journée FIFA du mois de juin. Le Togo a disputé un premier match le vendredi dernier face à la Centrafrique. Score à l'arrivée en but partout. Et aujourd'hui, à 18h, le Togo joue son deuxième match amical. C'est contre l'Iguépar du Bénin. Un match ô combien important, non seulement pour le public sportif, mais également pour les joueurs et le staff se préparent justement pour cette rencontre. On va écouter le patron du staff technique des éperviers du Togo, Patrice Neveu, sur cette rencontre. Je l'espère, d'être, je veux dire, beaucoup plus proches les uns des autres, en possession de balle et à la perte du ballon. On connaît le collectif du Bénin. Guernot est un petit peu dans la même situation que la mienne. Je pense qu'il a dans son effectif des joueurs manquants. J'ai l'analyse totale de l'équipe béninoise. Notre système de jeu, nos principes de jeu que l'on doit mettre en place par rapport à l'adversaire. La phase de récupération, la phase de possession de balle. Pas d'éléments particuliers sur surveillance en marquage individuel ou autre. Non, j'ai pas tout mon effectif et comme on le sait, c'est un match comme je le dis, de préparation. Je vais bien sûr rentrer des nouveaux joueurs aussi parce que c'est le but de ce rassemblement afin, comme je disais dernièrement, de pouvoir avoir un début d'équipe type selon ce qui va se passer aussi dans les transferts ou autres pour le match contre le Burundi. Donc il y a des joueurs je vais faire tourner parce que je dois les voir. Les supporters, on est vraiment compréhensifs à leur égard. On va tout faire encore, je dirais, pour avancer, je dirais, au niveau de l'organisation de jeu, au niveau de ce qu'on peut proposer sur le terrain. On pense bien à eux. Je cesse de rappeler aux joueurs les exigences qu'on doit avoir par rapport au peuple togolais. On n'a pas pu leur offrir la victoire contre Centrafrique, mais ils ont quand même vu que leur équipe était au-dessus et était dominatrice. On a besoin d'eux. Je leur demande un petit peu de patience. Ils aiment entendre les mots victoire et demain on fera tout contre le Bénin et pour aller la chercher et encore une fois honorer le drapeau. La réaction de Patrice Neveu, le sélectionneur des éperviers du Togo, c'était ce lundi après la dernière séance. Le match a lieu ce mardi à 18h au Maroc, Togo, au Bénin. Sans transition, nous filons à Bamako, au Mali, pour prendre les nouvelles des Aigles. D'abord, la nomination d'Antonio Da Silva au poste de sélectionneur. Ce sera avec Ban Ibrahima déjà en ligne. Bonjour Ban Ibrahima. Ban Ibrahima. Oui, monsieur Roméo. Oui, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Allez, notre future journaliste, elle se prépare bien. Hein. Ah oui. D'accord. Parlons justement de cette nomination d'Antonio da Silva, franco-portugais, au poste de sélectionneur des Aigles du Mali, à la place justement de Thomson Fitter. Oui, bon, on peut dire que ça a été une surprise pour tout le monde, hein, parce que quand on voit le palmarès du sélectionneur franco-portugais, le Mali, avec surtout les critères que la fédération avait exigés, pratiquement, on peut dire que c'est diamétralement opposé, M. Roméo. Ouais. Parce que l'un des critères, c'était l'expérience, le vécu. Ouais. Quelqu'un, un sélectionneur qui est parti dans les Caridas. Et après tout ça, et si on voit que le Mali va vers on peut dire un sélectionneur qui n'a jamais été l'entraîneur, même le principal, oui, c'est vrai, d'un autre pays qui vient sélectionner, qui devient sélectionneur du Mali. Non, c'était impossible, mais bon, tout le monde ne s'attendait pas que la fédération pouvait faire ce choix. Mais comme on l'a dit, il était au Cameroun, il n'était même pas adjoint. Deuxième vidéo. Agent, voilà. Non, il n'était même pas adjoint. Vidéaste. Bon, d'après, mais il était même. Voilà, vidéaste auprès de Conceição. Mais après de quelques années avec les clubs de seconde zone au Portugal, que la clé de l'équipe nationale du Mali est à sa portée. Bon, avec le refus de Florent Ibenge, on peut dire vraiment, tout le monde, on pouvait s'attendre au retour de Magasuba, mais la fédération a jugé prendre le sélectionneur franco-portugais qui a 45 ans, qui n'a pas d'expérience. On ne peut pas dire que ça joue beaucoup sur les compétitions, mais si ça marche, on peut dire ça a été le coup d'essai a été coup de maître, mais si ça échoue, les gens diront que non, c'était prévisible. Mais c'est la fédération qui sait pourquoi ils ont sélectionné le sélectionneur pour que il soit le sélectionneur du Mali, mais les Maliens, les supporters maliens sont partagés sur la décision, mais espérons que ça marche, et si ça ne marche pas aussi, ça ne sera pas une surprise. En tout cas, Da Silva a une carrière très modeste. Il a été joueur formé au Paris Saint-Germain, mais n'a pas fait vraiment une très grande prestation avec le Paris Saint-Germain aussi. Oui, mais M. Roméo, je ne sais pas, c'est pourquoi le Mali, quand il prend on peut dire les 5 ou les 6 derniers sélectionneurs du Mali, pratiquement, c'est les entraîneurs qui commencent pratiquement les équipes nationales avec le Mali. Ouais. On a vu avec beaucoup de sélectionneurs. Comment c'est un pays de tests, ou c'est un pays de formation des sélectionneurs ou d'autres. Bon, je peux dire vraiment, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas. Ouais. En tout cas, on va le voir à l'œuvre. Peut-être avec le Mali, il fera un très bon départ. Il faut mettre le paquet aussi. Hein. C'est ça. Financièrement, nous, c'est les sélectionneurs de moins de 20 ans et de moins de 13 à 15 millions de francs CFA qu'on prend. Et avec les sélectionneurs comme Claude Leroy, Hervé Renard et les autres, là, c'est des entraîneurs de 100 et quelques millions. Et même Florent Ibenge qui voulait venir, il était payé à pratiquement à 26 millions. Ouais. Le Mali n'a jamais payé un sélectionneur plus de 20 millions. Et puis pour le cas de Florent Ibenge, c'est purement économique. Mais c'est le choix. On va s'entendre. Si tu peux pas, quand tu peux pas débourser beaucoup d'argent, tu te contentes du peu. Hein? C'est ça. Et nous parlons justement des matchs amicaux des Aigles du Mali. Premier match contre Iran, ça a beaucoup parlé. Hein? Oui, ça a beaucoup parlé. Il y a un constat aussi que les supporters maliens, surtout les Aigles du Mali, voient, c'est que les matchs amicaux
il y a des joueurs pratiquement qui n'aiment, on dirait qu'ils n'aiment pas jouer les matchs amicaux, Monsieur Roméo. À chaque fois, s'il y a 28 joueurs sélectionnés, il y a des cadres qui sont absents, hein, seulement ils sont malades. Et 2 jours, on a vu, il y a des joueurs qui disent qu'ils étaient malades, mais on les voit dans certaines villes, hein, on les voit dans certains matchs dans les carrés, hein, de Bamako. Non, mais on ne peut pas comprendre que, bon, c'est les pays. Même si on n'a pas vu le match, l'Iran a battu le Mali 2-0 parce que c'est la fédération iranienne de football qui a décidé que le match face au Mali ne sera pas diffusé parce qu'ils voulaient protéger ça sera une surprise de l'équipe iranienne à la Coupe du Monde, selon eux. Mais ça c'est des petits détails parce qu'on a vu déjà l'Iran jouer lors des éliminatoires. C'est pas, mais c'est leur choix. C'est ça. C'est leur choix. Le Mali a pris son cachet de presque 60 millions comme ça, avec 20 personnes dans la délégation. Bon, le match s'est soldé par la défaite des Aigles du Mali 2-0 avec chaque mi-temps un but encaissé. Bon, on attend le nouveau sélectionneur qui va ce que lui il va donner. Mais les matchs amicaux quand même, c'est toujours il y a des cadres qui sont absents. On ne sait pas pourquoi ils sont absents, ou bien c'est des matchs qui sont des matchs sans enjeu. Alors c'est des matchs de préparation que tous les pays doivent prendre avec sérieux pour préparer d'autres échéances à venir. Les dames aussi sont en activité, les Aigles dames. Ouais, les Aigles dames se préparent très bien. Tout le monde sait que la CAN, ça sera juste après la Coupe du Monde. Oui. Le Mali est logé dans le groupe avec le Cameroun, le Cap-Vert. L'autre pays, le Mali, c'est Ghana. Le Ghana, pardon. L'équipe est ghanéenne. Ça fait 3 CAN consécutifs que le Mali est logé dans le même pool que les Ghanéens. 3 CAN successifs. Mais les Aigles du Mali se préparent très bien. Pour une première fois, on a vu les Aigles du Mali avec pratiquement 3 matchs amicaux. Hein. Elles sont parties au Maroc avec 2 buts à 1 pour le Maroc, une défaite 2 buts à 1 pour le Maroc. Il y a eu 2 matchs au Burkina Faso, au stade 4 août de Ouagadougou. Le premier match c'était le 4, ça s'est soldé sur un score vierge de 0 but partout. Le second match c'était le dimanche passé. Ça aussi, un match nul 2 buts partout, même si c'est les Maliennes qui avaient ouvert le score avec Fatima Tadjara. Les Burkinabés ont égalisé et prendre le dessus juste avant la mi-temps. Et en deuxième période, Aïssata Traoré a marqué le but égalisateur pour le Mali. 2 matchs amicaux, 2 matchs où pratiquement le sélectionneur Birama Konaté ces 3 matchs, elle a essayé au moins plus de 35 joueuses. Wow. Parce qu'il y a des joueuses binationaux qui courent maintenant, qui n'ont pas de place. On peut dire, espérons qu'ils n'ont pas beaucoup de place dans les pays européens qui décident de venir avec le Mali maintenant. Pratiquement chaque match, c'est des nouvelles têtes. Le sélectionneur, il n'y aura pas d'autres matchs internationaux avant la CAN. Le sélectionneur pourra sortir 20 ou 22 ou 23 joueuses pour représenter le drapeau du Mali à la CAN prévu juste après la Coupe du Monde au Maroc. Nous sommes à une journée de la fin du championnat au Mali, 25e et avant-dernière journée. Alors, quelle est la situation? Bon, le Djolibassé est déjà sacré champion, mais la deuxième place qui va se jouer entre le Stade Malien de Bamako, le Binga FC, l'AS Real et le FC Djara et l'USFAS qui se tiennent de 1, 2 et 3 points. 3 points. Et on aura aussi le Stade Malien va jouer contre le 2e et le 3e.
parce que le Stade Malien est premier maintenant avec 42 points. Et son poursuivant direct, Binga FC, ce soir, il va jouer contre lui. Et l'AS Real aussi va affronter le Djoliba AC qui est le premier. Et FC Diarra jouera contre US Bougouba. On peut dire l'avant-dernière journée, ça va être très très difficile parce que le Mali, comme je t'ai dit la fois dernière, le Mali donnera 4 représentants, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération africaine de football, avec le parcours du Stade Malien de Bamako en compétition africaine cette année. Et en bas du classement, si l'US Bougouni aussi est descendu en 2e division. Maintenant, le Malikoura du président de la Fédération malienne de football est pour le moment irrélégable, mais il est en retard de 2 points sur l'AFE et aussi 3 points de l'US Bougouba. On peut dire que les 2 dernières journées vont être très capitales pour les places africaine, en compétition africaine, et quelle équipe accompagnera l'US Bougouni en 2e division? En tout cas, ça va se savoir. Mais toujours est-il que l'AC Djoliba AC, champion du Mali, on a vu des images circuler sur les réseaux. Je ne sais pas si ce sont des images de la Coupe nationale ou le titre, il a déjà reçu le titre, c'est pas trop. Oui, mais tous les Maliens, on a vu le télégramme de la Fédération malienne de football qui a décidé, c'était le vendredi, le samedi passé, le vendredi, de donner le titre. Mais alors avant que, sinon les autres années, on donnait le prix et le trophée du vainqueur du deuxième place. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on a précipité. Parce que le championnat, il reste 2 journées. 2 journées, il fallait laisser pratiquement la semaine prochaine, le championnat de Ligue 1 prendra fin. Mais il fallait donner le dernier, surtout le Djoliba est déjà sacré et on donnera les autres. Maintenant, on a donné le trophée du Djoliba AC. Et la dernière journée, pour les autres prix, on va donner ça à qui? Il y avait d'autres prix. Bon, on ne sait pas, la nouvelle fédération est en train de tout bouleverser. C'est tout ce qui se faisait avant. Et aussi vont changer pour eux, pour marquer leurs empreintes dès le début. Bon, on ne sait pas. Bon, ça sera une première quand même. Ça a été une première. On va voir l'évolution des choses aussi, surtout avec les nouvelles têtes qui dirigent le football malien. La cagnotte, on parle de 30 millions, c'est exact? Oui, c'est 30 millions. Ouais. Pour Djoliba en tant que champion. La Coupe du Mali, c'était 25 millions. Donc, ça fait 30 plus 25 pour Djoliba. Ah oui. Oui, c'est ça. Ben, intéressant. Plus les 25 millions qu'on donne chaque année au club de première division, première division. Pour préparer ça, c'est chaque année. saison. Oui. Les messieurs qui sont engagés aux compétitions africaines, c'est 25 millions. C'est ça. Et les autres équipes, c'est 20 millions. Mais les dames, c'est 1 million. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut revoir ça. L'écart est trop grand. Ah oui. Alors, l'équipe type du championnat malien est sortie. On voit, c'est pas encore. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des fake news. Ce qu'on voit sur les réseaux. Non, c'est pas des fake news. Non, il y avait une agence de Ali Kaba Ali Kaba qui avait organisé le Awar au Mali. C'est une 3e édition. Ok. Et voilà, c'est après ça, c'est eux qui ont choisi l'aide équipe type. Sinon, on n'a jamais vu au Mali. D'abord, pour le moment, à la fin du championnat, la fédération donnait l'équipe type parce que de la saison. Tout comme tu sais, il n'y a pas beaucoup d'organisations, monsieur Oméo. Parce que généralement, c'est les journalistes sportifs qui donnent pratiquement 90% des équipes types, avec les autres, souvent certains associent des joueurs et les entraîneurs. Mais pour le Mali, on n'est pas arrivé à ça. C'est les agences, tout le monde sort pour lui. C'est les agences ou bien
ou bien des radios, ou bien des télés qui choisissent leur heure à part. Bon, pour le moment, la fédération n'a jamais organisé quelque chose de ce genre. Alors, vous avez suivi l'international togolais, le défenseur Bodé Abdou Sabour, avec le stade malien. Dites-nous, quel bilan faites-vous de sa saison? Bon, non, vraiment, il s'est bien débrouillé. Hein. Espérons vraiment, il s'est bien débrouillé. Parce que ce que je t'ai dit à la fois, parce que le Stade malien de Bamako était composé pratiquement de 9 à 10 expatriés professionnels et qui étaient venus renforcer l'équipe. Mais ils ont oublié, c'est qu'en compétition africaine, tu peux évoluer avec, même si c'est tous les joueurs sont des internationaux. On peut dire des binationaux, des expatriés. Nationalités. Mais au Mali, tu peux pas évoluer plus de 5 joueurs. Et ça a été très difficile pour le Stade malien de Bamako, qui était même obligé que certains rentrent chez eux. Mais pour le cas de Togolais, vraiment, il a bien mieux les maillots, il a bien représenté le drapeau du Togo ici, parce que tout le monde sait, c'est un joueur qui ne triche pas. Ah ouais, tu peux dire qu'il peut faire un mauvais match. Tout le monde est unanime que c'est un joueur qui ne triche pas et il déborde bien. Bon, il est très agressif. Quand je dis agressif, c'est au bon terme. Ouais. Voilà. Il est très agressif et il est très professionnel. Il est venu ici, ça fait pratiquement une année. Personne n'a entendu quelque chose de mal sur lui, que ce soit avec les Maliens dans les carrés, dans les quartiers de Bamako. Il était vraiment exemplaire et il a fait une bonne saison avec le Stade malien de Bamako. On ne sait pas s'il sera de retour encore ou bien s'il va partir d'autres dossiers. Parce que le football, c'est une question d'argent qui paye mieux. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Bani Ibrahima. Merci beaucoup, M. Roméo. Et à très bientôt. Chers auditeurs, restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Voilà, Bodé Abdou Sabour qui a fait une très bonne saison avec le Stade malien. Le Stade malien, si tout va bien, va se qualifier encore pour les coupes africaines là-bas au Mali. Nous continuons notre tour. Nous allons passer tout d'abord par l'Égypte avant d'aller au Sénégal. Bernard Ajavon nous attend au Caire. C'est pour maintenant entamer les préparatifs des pays de l'Afrique du Nord pour la prochaine Coupe du Monde. Les dernières news de ces pays avec Bernard Ajavon qui est déjà avec nous. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Roméo, bonjour à tout le peuple sportif d'Afrique. Alors, nous sommes à 2 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde 2026 de football et l'on se demande quelles sont les dernières news des pays de l'Afrique du Nord. Oui, effectivement, nous sommes à quelques jours de la fête du foot et vous savez, les équipes africaines se préparent également pour participer à cette compétition. Et ce fut le cas du Maroc et des autres pays de l'Afrique du Nord. On va commencer avec le Maroc qui a disputé le dimanche 7 juin aux États-Unis son deuxième match et le dernier match de préparation avant cette Coupe du Monde 2026. Et les Lions de l'Atlas ont défié la Norvège dans un match soldé par un score de 1 but partout. Un but à 0, je pense. Il faut noter que c'est un coup dur. D'accord. Oui, allez-y. Oui, 1 but partout. Ouais. Et il faut noter que c'est en même temps un coup dur pour le Maroc, qui a surtout perdu sur blessure Nassai, Mazraoui et puis Abdel Azalzoui. Donc, ces 2 joueurs sont sortis sur blessure au cours de cette rencontre-là. Il faut aussi rappeler que le Maroc se retrouve dans le groupe G et va jouer son premier match contre le Brésil le 14 juin, l'Écosse le 20 juin et l'Haïti le 25 juin. Ouais. En tout cas, Brahim Diaz est en feu. Je pense que c'est lui qui a marqué d'ailleurs le but marocain dans ce match amical. Il faut compter sur le Madrilène, ça c'est sûr. Bernard, vous êtes avec nous? Oui, vous me recevez? D'accord. Alors,
autres pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. Vous prenez quel pays? Oui, nous allons prendre l'Égypte pour dire que le dernier match amical avant le début de la compétition était face au Brésil, qui était soldé par une victoire du Brésil 2-1. Il faut aussi souligner que l'Égypte est un géant du continent avec 7 trophées, mais par contre, à notre grande surprise, l'Égypte n'arrive pas à vraiment s'imposer sur le plan international. Cela se voit à travers les statistiques. Il n'a jamais remporté le moindre match du Coupe du Monde. Pour cette 4e participation, les coéquipiers de Mohamed Salah vont-ils vraiment mieux faire que leurs prédécesseurs? Nous verrons tout cela au courant de cette compétition. On se pose la question également s'ils vont vraiment briser la malédiction de cette Coupe du Monde. Il faut aussi informer le public que le premier match de l'Égypte sera le 15 juin 2026 à 21h contre la Belgique, et le deuxième match c'est le 22 juin contre la Nouvelle-Zélande, et le troisième match c'est le 27 juin contre l'Irlande. Et pour les supporters d'Égypte, aujourd'hui, tout ce qui se dit, il faut que Mohamed soit avec Salah pour que tout marche bien. C'est une façon de dire que on veut Mohamed Salah. On veut pas Mohamed à part et Salah à part. Et Salah à part, effectivement. Il faut quand même que Mohamed soit avec Salah pour que Mohamed Salah soit vraiment un joueur en totale confiance pour porter le drapeau de l'Égypte très haut. En tout cas, il est entré en jeu face à l'Égypte. Oui, on a vu sa prestation. En tout cas, c'est un match test. On espère, dès que la compétition va commencer, il va retrouver sa forme. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout ce que nous souhaitons également pour faire vibrer quand même l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de pays, de l'Égypte, de l'Algérie. Oui, voilà, c'est une question de tout un continent. Et de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on espère que nos dieux seront avec les représentants africains. Algérie ou Tunisie? On va poursuivre avec l'Algérie. Et il faut noter qu'entre un rêve et une ambition, l'Algérie est prête à faire vibrer l'Afrique et le monde entier après 12 ans d'absence pour la Coupe du Monde. L'Algérie va jouer le Pays-Bas. Il faut savoir que les matchs de préparation de l'Algérie ont été quand même parmi les représentants de l'Afrique du Nord, donné un bon résultat. L'Algérie a battu vers les dernières minutes le Pays-Bas par 1-0. Demain, le 10 juin, l'Algérie va jouer à huis clos la Bolivie au stade de Kansas City aux États-Unis. Mais il faut, avant toutes ces deux rencontres-là, noter que l'Algérie a atomisé 7-0 le Guatemala le 27 mars et le 31 mars. Il a fait un match nul 0 but partout contre l'Uruguay. L'Algérie se retrouve dans le groupe J avec l'Argentine, le tenant du titre, la Jordanie et l'Autriche. Ça va pas être facile. C'est costaud, mais en tout cas, l'Algérie va jouer sa place. Costaud. Va jouer, pourquoi pas pour la deuxième place ou troisième meilleure place. Il n'y a pas de problème. Et la dernière équipe de l'Afrique du Nord, la Tunisie. La Tunisie, il y a de quoi être vraiment inquiet pour la Tunisie avant le début de cette compétition, avant le début de cette Coupe du Monde 2026. Après une préparation très très difficile, marquée par une courte victoire contre l'Haïti, 1-0, un match nul contre l'Autriche. La Tunisie a été épluchée par la Belgique 5-0 à Bruxelles lors de leur dernier match. Il faut aussi noter que la Tunisie a fait 4 matchs et a encaissé 7 buts et marqué un seul petit but. La Tunisie est dans un groupe
très compliqué aussi, composé de la Suède, du Japon, du Pays-Bas et du Pays-Bas. Il faut noter que de toutes les façons, avec ces résultats, la Mouchi le sélectionneur se dit confiant avant cette compétition. En tout cas, ce ne sont que des matchs tests. On espère que les représentants africains vont vraiment mouiller le maillot pour représenter dignement le continent. Merci pour toutes ces infos. Encore quelque chose à ajouter avant de se séparer? Non, il faut seulement dire le discours de dire à chaque fois que ce sont des matchs tests. Oui, ce sont des matchs tests, mais ce sont des informations, des scores qui restent qui restent avec des tâches dans l'histoire du pays et dans les performances. Parce que le classement FIFA va encore sortir. Exactement. Et ces résultats permettront maintenant de classer les pays en question. Et il faut noter que, comme un proverbe africain le dit, lorsque vous voyez la démarche du mouton, vous saurez quelle viande sera dans votre marmite. Donc, on n'aura que le résultat que nous produisons dans notre football en Afrique. Merci beaucoup, le grand pharaon Bernard Ajavant. C'est toujours avec plaisir, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure pour le sujet du jour. Merci, chers auditeurs. Nous allons parler du premier match Mexique-Afrique du Sud pour cette Coupe du Monde 2026 de football dans un court instant. Nous allons prendre également les nouvelles des Lions de la Teranga, le Sénégal, avec Boris Adakano sur place à Dakar, au Sénégal. Avant d'évoquer le sujet du jour, je rappelle que je suis avec David Diadour en studio pour parler justement de ces pays africains qui vont représenter le continent à cette Coupe du Monde 2026 de foot. Ça fait 10 sur 10 pour l'Afrique. Hein. Ah oui, 10 sur 10, 10 représentants. 10 sur 10 pour l'Afrique. En tout cas, c'est bon signe pour le continent africain. Avant de retrouver Boris Adakano, on tente de le joindre. Il est là? Il est déjà là, d'accord. Boris, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour Robert. Nous sommes à 2 jours de l'ouverture de cette Coupe du Monde 2026 de football. Le Sénégal continue sa préparation. Il y aura un match aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite. Les nouvelles des Lions de la Teranga, Boris Adakano. Ah bah c'est ça, après contre les États-Unis, les Lions de la Teranga vont de retrouver ce soir. Il y a le match et contre une très belle saison. Est-ce que vous pouvez bouger un peu, Boris, s'il vous plaît? Bah, est-ce que c'est bon? Oui, je pense que c'est mieux maintenant. D'accord. Donc, je disais, pour rentrer dans cette Coupe du Monde de confiance, il faudra simplement et tellement procéder à quel doit Mendy de faire normalement Jackson, Ibrahim sans doute avoir cette rencontre là, c'est l'essentiel pour que Koulibaly en tout cas il progresse comme il est déjà maintenu dans le groupe, un élément de cette sélection. Donc, 2 minutes ce soir, ça se coupe toujours, Boris. On tente de stabiliser ça à notre niveau, mais ça se coupe toujours. Est-ce que vous nous recevez, Boris? À 100%. Oui, chez nous, ça flotte, ça se coupe, la communication venant de Dakar. C'est pas trop si, voilà, vous pouvez encore vous repositionner un tout petit peu pour voir si la connexion va se stabiliser. Allô? Oui, allons-y. Je vous reçois. D'accord. Je n'ai manqué aucun.
Alors que le retour chez nous, ça se coupe. Ou soit on va vous relancer, c'est mieux. On va vous relancer dans un court moment. On va vous relancer tout à l'heure. Alors, David, vous avez suivi Bernard Ajavon sur la préparation des pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, voilà, le Maroc aussi. Que dire de ces pays de l'Afrique du Nord? Bon, par rapport à ces pays de l'Afrique du Nord, moi, je pense que le pays le mieux placé qui puisse faire les affaires, à mon avis, c'est le Maroc. Oui, quand vous prenez un peu les préparations, sinon les préparatifs, les matchs amicaux que cette formation a quand même livrés, je pense que ça a un léger mieux par rapport à l'Algérie, à la Tunisie. La Tunisie, c'est la déception pour ce qui concerne la Coupe du Monde au niveau de la zone nord. Cette formation n'arrive pas à faire une grande compétition lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde. Et quand vous prenez ces matchs amicaux, c'est complètement la déception. La formation là n'a même pas remporté un match si je me trompe. Je pense un seul but marqué. Oui, un seul but et là c'est un peu difficile quand on aborde de cette façon les matchs amicaux. Certes, les matchs amicaux ne représentent pas la compétition, mais quand même, ça sert à faire des réglages avant d'aborder la compétition. Et c'est via les matchs amicaux que vous allez quand même parvenir à corriger ce qui a corrigé avant la compétition. Mais si ça joue de cette façon, ça laisse un doute avant l'entame de cette compétition. Maintenant, je reviens un petit peu sur le Maroc qui, lors de la dernière ou lors de la récente édition, a quand même franchi un meilleur cap. Cette formation est quand même allée en demi-finale. On a vu l'exploit que cette formation a créé lors de cette Coupe du Monde. Et je crois sincèrement en cette formation qu'elle va encore nous réserver de très belles choses. On l'espère bien. On retourne à Dakar chez Boris Adakanou. Je pense que c'est mieux par rapport à avant, Boris. En tout cas, moi, comme je le disais, je vous recevais à 100%. Ouais. J'ai essayé de changer d'appareil. position. On va voir ce que ça va donner. Ah, d'accord. Ça a bien commencé. J'espère que ça va rester ainsi jusqu'à la fin. Allons-y, Boris. D'accord. Alors, donc, voilà, le Sénégal va tenter de retrouver la confiance ce soir, même contre les Saoudiens. Et comme je le disais, il y aura sans doute des changements, des ajustements tactiques. Edouard Mendy devrait sans doute retrouver la cage contre cette formation saoudienne. Ibrahim Mba également devrait être titulaire. Pour le reste, en tout cas, on attend de voir si Khalidou Koulibaly va gratter quelques minutes puisqu'il revient de quelques semaines sans compétition. Donc voilà, c'est l'essentiel à retenir pour le moment. Le Sénégal va tenter de bien négocier ce match, surtout éviter des blessures pour pouvoir mieux démarrer sa Coupe du Monde contre la France. Alors après la défaite face aux États-Unis, est-ce que ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup discuté, ça a mis en doute, c'est pas le public, les joueurs, quel était le sentiment après ce match? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de débat. On sait très bien que c'est un match amical et les joueurs, c'est vrai, ne voulaient pas se tuer à 100% parce qu'il ne faut pas se blesser. Il y a cette crainte-là parce qu'il y aura des changements. En tout cas, il devrait avoir des changements dans la liste. Mais voilà, on sait très bien que c'est un match de préparation. On ne peut pas tuer les joueurs, les crucifier à cause de cette défaite-là. On sait très bien que le Pape Thiaw n'a pas mis la défense habituelle. Il a essayé de tenter quelque chose avec Mamadou Sarr et les autres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. C'est ce match-là même contre les Saoudiens qui est très attendu. En cas de défaite, là, je pense que ça va commencer par barder un peu. On espère que ça ne sera pas le cas parce que si on veut bien démarrer la Coupe du Monde, il faudra gagner comme c'était le cas avec la France qui a perdu contre la Côte d'Ivoire et c'est bien reprise contre l'Irlande hier. Donc il faudra forcément gagner contre les Saoudiens pour avoir la confiance, avoir tout le peuple derrière, les joueurs même seront en confiance et voilà, on va voir ce que ça va donner. Sinon, contre les Américains, il n'y a pas eu de débat, c'est plutôt silence, il y a la confiance, on espère
que ça va bien se passer. En tout cas, je pense que les gens doivent se préparer puisque l'Arabie Saoudite aussi est qualifiée pour cette compétition. On se souvient de la dernière Coupe du Monde face à l'Argentine. L'Argentine, exactement. Les Saoudiens sont très bons. Ouais. Ce n'est pas une équipe à négliger, surtout avec leur championnat ces dernières années qui a été vraiment médiatisé. Il y a beaucoup de changements. Donc l'équipe saoudienne a une très belle formation et c'est un très bon test d'ailleurs pour le Sénégal. On attend de voir ce que ça va donner. Il faudra gagner. Ça, c'est important. Vous restez avec nous pour lancer le sujet tout de suite maintenant. Le premier match de ce mondial, c'est le 11. L'un des pays hôtes, le Mexique, joue contre l'un des représentants africains, l'Afrique du Sud. Déjà, quand vous prenez les Bafana, quelles sont leurs chances dans ce match? Ce sera un match extrêmement suivi, attendu et ça va être très bien. Vous savez, le Mexique reste une très belle formation, une très belle sélection du football dans le monde entier, très respectée. Mais quand moi je prends l'Afrique du Sud, ces dernières années, ces derniers mois, je pense quand même que l'Afrique du Sud a de quoi réaliser, en tout cas créer la surprise en battant le pays hôte, l'un des pays hôtes. C'est vrai que cette dernière, lors des derniers matchs, l'Afrique du Sud n'a pas vraiment rassuré. L'Afrique du Sud est sur 5 matchs sans victoire. La sélection a été battue par le Cameroun récemment, c'était en janvier, 2-1. Et puis lors des 4 derniers matchs amicaux, les Sud-Africains n'ont gagné aucun match, notamment ils ont fait un nul contre le Panama 1-1, c'était en mars. Ils ont perdu également contre le Panama pour le deuxième match, en mars toujours, et contre le Nicaragua, match nul. Contre la Jamaïque récemment, c'est encore un match nul. Bon, c'est vrai que le pays favori, il y aura le public, les Mexicains, ils sont très forts, ils sont très redoutables, mais avec la sélection sud-africaine qui, dans des grandes compétitions, on les a suivis lors de la dernière CAN, il peut y avoir beaucoup de surprises. Je pense qu'on va en parler tout au long des prochaines minutes. D'accord. Nous allons vous reprendre dans un court instant, Boris Adakano, pour pouvoir ajouter les autres confrères également. Alors, David Diadou, le Mexique joue contre l'Afrique du Sud. Les Bafana, après avoir organisé le mondial en 2010, on a vu que cette équipe, oui, c'est un peu éteinte, mais bon, ces dernières années, on voit le retour des Bafana contre le pays hôte. Est-ce que l'Afrique du Sud aura une chance? Bon, déjà sur le papier, moi je pense que c'est biaisé en la faveur du Mexique. Oui, quand vous prenez l'Afrique du Sud, c'est quand même la 4e participation, alors que de l'autre côté, c'est la 18e participation. Exactement. Donc il n'y a pas de comparaison. Même en termes de ressources humaines, je pense que le Mexique est un cran dessus. Oui, quand vous prenez un peu les joueurs de cette formation mexicaine, la plupart évoluent également dans des grands clubs européens. Et du côté de l'Afrique du Sud, cette formation s'est concentrée sur le championnat national. Vous avez des joueurs qui viennent de Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, des joueurs qui viennent de Kaizer Chiefs. Voilà, c'est complètement, sinon pratiquement, ceux-là qui évoluent sur le plan national, qui sont au sein de cette formation. C'est à peine que vous allez trouver 5 joueurs qui évoluent à l'étranger. Mais quand même... 7 au total, 7 expatriés, et donc, qui ne sont pas aussi très titularisés. Cela n'empêchera quand même pas cette formation à produire le jeu, puisque quand on prend l'Afrique du Sud, ce n'est quand même pas des noms ronflants, comme on peut le voir de par le passé avec les Makati, les Steven Gerrard, et les autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la cohésion là qui est dans cette formation, en tout cas, l'Afrique du Sud peut quand même créer la sensation en battant cette formation lors de ce match d'ouverture. Les grands noms ne signifient pas grand-chose. C'est le terrain qui sera la réalité. Et celui-là qui arrivera à mettre bien le pied sur le ballon, c'est lui quand même qui parviendra à damer les pions à l'autre. Donc, on verra bien ce que ça va nous réserver, cette formation de l'Afrique du Sud. Le 11 juin, le Mexique démarre ce mondial face à l'Afrique du Sud. David Diadou l'a dit, les Bafana n'ont pas véritablement des joueurs expatriés, ils sont très rares. L'équipe s'appuie justement sur les joueurs locaux. Est-ce une force ou une faiblesse pour l'équipe? Bernard Ajavon, vous êtes en Égypte, au Caire. Cette question, c'est à vous.
Oui, il faut d'abord voir que l'Afrique du Sud, ça fait 16 ans d'absence pour cette compétition. Et si les comptes sont bons, il faudrait aussi dire que la force de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est que l'Afrique du Sud se base sur des joueurs locaux qui se connaissent déjà, qui ont passé des années ensemble à jouer dans une compétition qui est la leur. Et cette compétition, n'oublions pas, on a déjà le fruit sur le continent africain avec les grandes compétitions de la CAF et Ouma Mélodie, ça fait 2 années consécutives qu'ils sont sacrés champions. Oui. Et je pense que aller à la Coupe du Monde avec ces enfants, c'est-à-dire ces jeunes joueurs qui ont l'ambition d'écrire aussi leur histoire, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux qu'une équipe solide à ce niveau. Donc, je pense que c'est plutôt une force pour l'équipe. Mais en dehors de ça, il faut aussi noter que les gens parlent aussi des fois de l'expérience. Mais on a constaté aussi sur le continent que les gens expérimentés qui accompagnent les joueurs jeunes ne donnent pas grand-chose à ce genre de compétition. Donc, on va aussi essayer cette méthode-là, cette équation, pour voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vois un peu loin l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud peut créer des surprises à cette compétition-là. Martin Aradio, vous êtes à Niamey, au Niger. Bonjour Martin. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe. La Coupe du Monde commence le 11 juin et l'un des représentants africains entre en liste face à l'un des pays organisateurs, l'Afrique du Sud contre le Mexique. Les Bafana dans ce match, vous les mettez où? Je crois que je m'inscris en partie. L'Afrique du Sud, c'est vrai, le mot jouant localement ne me fait pas très bien comprendre de l'Afrique du Sud parce que les gens ont un championnat professionnel qui dit un championnat professionnel et pas pour que les joueurs partent à l'extérieur. Un joueur qui voulait en Afrique du Sud, ils sont bien payés à domicile, ils ne peuvent pas que d'aller montrer leur talent ailleurs. Et il y a eu en Ligue des champions, en Coupe CAF, pour les clubs qui représentent l'Afrique. Sans quand même, il y a quelque chose de très positif qu'ils ont fait sur le terrain. Et là, on les a vus lors des 2 premières d'Afrique des Nations, ce ne sont pas, ils n'ont pas arrivé aux sélections. Donc pour moi, l'Afrique du Sud a pas toutes les chances à jouer dans cette poule A aux côtés du Mexique. Typiquement, sud-africain, un jeu qui est basé le collectif, la rapidité et certaines individualités et l'explosion. Vous voyez, le système de jeu africain un peu à l'image de ce football, quelques talents balle au pied et des explosions sur les côtés avec des jeunes qui sont très bien manœuvrés. Je pense que dans cette poule, il y a pas de poule de guerre, pas qui puisse peut-être faire douter tout du Sud. Sortir de cette poule serait une chose tout à fait normale pour l'Afrique du Sud. Maintenant, peut-être à partir du second tour qu'il va falloir d'autres scénarios beaucoup plus pour la pourtant pour moi dans ce pour la à toutes ces chances à jouer, j'ai fait mieux encore le pays africain, le représentant africain qui est principalement peut-être à ballottage favorable pour se retrouver deuxième tour. D'accord. Boris Adakanou, vous êtes à Dakar au Sénégal. C'est vrai que la plupart des joueurs sud-africains sont issus du championnat local.
un championnat professionnel sur le continent. La preuve en Mamelodi Sundowns, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, avec des joueurs comme Mokoena, comme Williams, le gardien, très solide dans les buts. Est-ce qu'aujourd'hui vous placez le niveau du football sud-africain au même titre que celui du Mexique, de la République tchèque ou encore des autres de cette poule? La Corée du Sud. La Corée du Sud, justement, qui avait déjà organisé cette Coupe du Monde, comme l'Afrique du Sud. Ouais. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le football a évolué. Et quand on voit, comme je le disais, l'Afrique du Sud n'est pas des moindres. L'Afrique du Sud est 60e nation FIFA au monde. C'est vrai que le Mexique, c'est 15e, c'est la 15e nation. Donc, il y a forcément une différence. L'écart n'est pas tellement très grand, mais moi j'ai vraiment confiance à cette sélection sud-africaine. La Hugo Broos, il sait ce qu'il doit faire pour permettre à son pays de faire une très belle participation. Aujourd'hui, avec cette Coupe du Monde, ce nouveau format, avec autant d'équipes, pour se qualifier pour les 16e, il faudra seulement avoir au moins 3 points et on a 60% de chance de se qualifier. Donc moi j'estime aujourd'hui qu'avec ces joueurs-là qui sont vraiment habitués à jouer ensemble, qui se connaissent, on a pratiquement 6 joueurs de Mamelodi Sundowns qui jouent titulaires à chaque fois en sélection et les autres, ils sont très habitués et on sait qu'en mode de préparation, il y a les sélectionneurs essaient de mettre le plan tactique en place et quand la compétition va démarrer, moi j'ai l'impression tout simplement que l'Afrique du Sud va quand même tirer son épingle du jeu contre le Mexique. Au minimum, il y aura un match nul, c'est ce que moi je pense. Puisque les Sud-Africains sont assez solides, rugueux, comme les Mexicains, on aura un match très fermé, un match dense, et la différence se fera dans les faits du jeu. Et j'estime tout simplement, moi, je pense que l'Afrique du Sud va gratter l'une des 3 places qualificatives pour les 16e de finale dans ce groupe. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique, le magazine qui parle du sport africain, raconte aussi les exploits des athlètes africains. Nous nous intéressons au match Mexique-Afrique du Sud pour le premier match du Mondial 2026 de football. Bernard Ajavon, vous êtes au Caire en Égypte. Quelle peut être la faiblesse justement de l'Afrique du Sud face au Mexique? Bon, je me dis que c'est les conditions physiques qui peuvent déranger un peu. Mais en dehors de ça, parce qu'il faut savoir aussi que l'Afrique du Sud et le Mexique sont en même temps 2 pays qui se ressemblent au niveau un peu du climat. Donc, le climat peut être favorable pour les Sud-Africains. Mais je me dis, sachant que ce sont des jeunes joueurs qui jouent des compétitions quand même sur le continent. La liste composée est pratiquement de Mamelodi et puis de Orlando Pirates. Et donc, je suis sûr que la qualité, on aura quand même la qualité, mais il y aura un peu, le problème serait un peu au niveau de la résistance face à ces Canadiens-là, s'ils arrivaient aussi à pousser à bout ces jeunes joueurs. Donc, c'est la seule chose que moi je vois. Sinon, le mental de ces jeunes joueurs, je sais que avec le NIAC, avec la chance qu'ils ont, ils sont conscients de ça, ils peuvent faire mouche au courant de cette compétition. Martin Radio, vous êtes à Niamey au Niger. L'Afrique du Sud, dans ses préparations, il y a eu de petits problèmes. Le départ a été reporté faute on va dire, d'erreurs administratives. L'équipe est logée à 90 km de la capitale où a lieu le premier match. C'est là où l'équipe se prépare. Est-ce que cela pourrait agir sur le premier match des Bafana contre l'un des pays hôtes, le Mexique? Je crois que pour Sud, on peut peut-être avoir, je dirais, oui, mais pas autant que un pays dont aujourd'hui, le plan international très fort diplomatiquement et économiquement,
sportivement. Je crois qu'ils ne vont pas se faire attirer en se permettant de négliger l'organisation sur une bonne position des performances. Moi, ce que j'explique, je pense que si on choisit à 90 km ou plus, c'est peut-être pour cette raison. Et vous savez que les conditions de cette envergure, parfois, les questions ont besoin de questions d'être à l'écart pour pouvoir mieux s'organiser, mieux se préparer à la lutte. Et certains du monde, il y aura tout de la presse, il y aura tout comme où vous êtes assis. Je crois que parfois, les gens, ceux qui ont des moyens, être à l'écart en toute difficulté et dans les conditions pour pouvoir aborder la compétition. Et c'est le problème qu'on a. Et là, ça fait partie des difficultés. Heureusement que ça a été rattrapé. C'est vrai que je ne suis pas trop pour comprendre. Juste une question de détail a été réglée depuis aujourd'hui. En termes d'organisation, on ne doit pas avoir l'Afrique du Sud, c'était qui nord, il est suffisamment pour pouvoir parler. Vous avez des gens qui ont mis avec le drapeau. C'est pour dire que les gens, tout ce qu'il y a comme la compétition qui est une vitrine qui est l'image du football. Mais la sportive est complètement engagée aux côtés des diplomatiques qu'on néglige aucun. Et l'Afrique ne peut pas peut-être imaginer pour une compétition dans laquelle vous avez le de la France. Donc je crois qu'on était là et puis place sans que vous évoquez. Je crois que c'est à la sélection de conditions. D'accord, Martin Radio, même si on a eu des difficultés pour t'écouter. Alors, Boris Adakanou, on ne le dit pas assez. On se souvient en 2010, pour cette première organisation de la Coupe du Monde sur le continent africain, c'est l'Afrique du Sud qui a accueilli l'événement. Et l'Afrique du Sud était dans la poule A avec le Mexique. Et c'est avec le Mexique que l'Afrique du Sud a démarré cette compétition. Score à l'arrivée, 1 but partout. On se souvient que l'Afrique du Sud a éliminé la France aussi, qui était logée dans cette poule. Ah, ça veut dire que le passé peut parler pour les Bafana. Exactement, ça peut arriver. C'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs pour cette sélection africaine et pour la plupart, toutes les sélections africaines. L'Afrique du Sud, pour moi, ces dernières années, s'est améliorée. Si je dois repartir un tout petit peu derrière, parlons de la question sur la faiblesse de cette équipe sud-africaine. Vous savez, quand on prend les derniers matchs de l'Afrique du Sud, c'est une sélection qui a carrément eu la possession de balle. Même contre la Jamaïque, l'Afrique du Sud a eu plus de 80% de possession de balle pour un seul but marqué. Contre le Nicaragua, c'est pareil. Contre le Panama, la double rencontre en mars lors de la trêve internationale FIFA, l'Afrique du Sud a eu pratiquement 40 tirs sur les 2 matchs, mais pour seulement un seul but marqué. Non, 2 buts marqués. Donc, l'Afrique du Sud joue très bien. Même lors des qualificatifs pour la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a dominé le Nigeria, mais l'Afrique du Sud n'arrive pas à marquer. C'est le problème. Le problème de l'Afrique du Sud ces dernières années, c'est l'efficacité devant les buts. Et si aujourd'hui les hommes d'Hugo Boss, je parle des attaquants, Lil Foster de Burnley, Evides Magopar de Orlando Pirates, arrivent vraiment à gagner en confiance
cette compétition, l'Afrique du Sud peut faire long feu. L'Afrique du Sud tient le ballon, l'Afrique du Sud joue bien, mais le problème, c'est de marquer. Contrairement en 2010, où l'Afrique du Sud a fait une très belle participation, l'Afrique du Sud n'était pas vraiment redoutable. Pour moi, par rapport à aujourd'hui de nos jours. Donc, il faudra que Hugo Boros travaille psychologiquement ses attaquants et fasse de telle en sorte que l'Afrique du Sud puisse quand même accueillir. Il y a aussi un point faible pour l'Afrique du Sud, c'est d'encaisser lors des dernières minutes. Il faudra vraiment, je pense que ça c'est le problème de la plupart des pays et les Africains, il faudra vraiment être solide, il faudra être constant du début jusqu'à la fin. Si on arrive à le faire, je pense que l'Afrique peut placer 3, 4, 5 représentants, voire plus pour les 16e. C'est tout ce que je souhaite. Pour l'Afrique du Sud, il faudra très bien commencer contre le Mexique et si ça le fait, ça va réveiller peut-être en tout cas, ça va donner bonne impression, fière allure aux autres pays africains pour faire une très belle participation. Bernard Ajavon, votre pronostic Mexique-Afrique du Sud ce 11 juin. Moi, je vois un but à 0 en faveur de l'Afrique du Sud dans les dernières minutes. Ouais, c'est le pharaon qui a parlé, j'y crois. Alors, Martin Radio, vous êtes à Niamey au Niger. Vous, votre pronostic pour ce match Mexique-Afrique du Sud? Bon, au vu de l'enjeu de la choléra devant son public, je crois que ça va être avec beaucoup de buts. Et je parle pour autour de 3 buts à 2 en partie. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Boris Adakanou, votre pronostic? Boris Adakanou, vous êtes là, vous nous écoutez? Voilà. Je dis, le Mexique fait peur un tout petit peu. Le Mexique marque beaucoup de buts ces derniers mois. Mais puisque je veux m'aligner sur l'Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Sud va encaisser un but. Mais l'Afrique du Sud va marquer. Donc, on prend sur 2 buts à 1 pour les Sud-Africains. Merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité. Ouais. On se retrouve mardi pour, bien sûr, analyser les matchs des pays africains qui vont commencer justement ce mondial. Merci, Roméo. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt, Martin. À bientôt. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, David Diadou, pour terminer. L'Afrique du Sud contre le Mexique, l'un des pays hôtes. Vous avez suivi tout à l'heure les différents confrères. Que dites-vous finalement sur ce match? Bon, moi, je dis que ça va être difficile, très difficile pour les Sud-Africains, d'autant que quand vous prenez un peu les préparatifs de cette formation, et quand vous jouez contre, par exemple, le Nicaragua, vous n'arrivez pas à gagner, vous faites un 0-0, et que vous jouez 1-0, vous gagnez contre la Jamaïque 1-0, et par après, vous concédez un nul. 1-1 contre le Panama, forcément, ça ne rassure pas avant la compétition. Quelque part, comme l'a dit tout à l'heure Boris Adakanou depuis Dakar, je pense qu'au niveau des attaquants, il va falloir retravailler, demander aux attaquants de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir marquer des buts contre le Mexique. Le Mexique, c'est une formation qui va vite. Quand vous prenez les attaquants excentrés, c'est des gens qui vont vite. Au niveau de l'attaque, ça marque pas mal de buts. Donc, l'Afrique du Sud doit faire très attention. Sinon, moi, je vois le Mexique l'emporter. Ça va pas être facile de toutes les façons, mais si l'Afrique du Sud ne sait pas le faire, moi, comme je l'ai dit, cette formation va passer au travers. En tout cas, pour les autres pays africains, la RDC, après le 2-2 face au Danemark, joue contre le Chili aujourd'hui même en France. Le match était prévu en Espagne, mais pour des raisons sanitaires, on parle d'Ebola et autres. Donc, le match a été annulé par l'État espagnol et c'est la France qui accepte que ce match amical se joue et c'est ce mardi. Et donc, la RDC joue son dernier match contre le Chili. Nous allons vous informer au fur et à mesure sur l'avancement des préparatifs des pays africains. Merci à vous, David, d'être venu. Merci, Roméo et Thor. Ça a été un plaisir. Alors, je rappelle ou j'annonce aux auditeurs que
vous allez intégrer aussi l'équipe d'Afrique et vous allez vous charger justement des performances des athlètes africains dans toutes les disciplines à travers le monde, histoire d'informer, comme d'habitude, les auditeurs sur ce qui se fait à l'étranger par les athlètes africains. Merci d'avoir accepté notre projet. Merci Romo Yetor. Alors, la mise en onde est assurée par notre frère Théo Javon avec son assistant de tous les jours, Asiako Noël. Oui, c'est son nom. De l'autre côté à la vidéo, ils sont deux, Welbeck Jean-Claude et Mathieu Stimfele. Moi, c'est Romo Yetor. Merci à toute l'équipe d'Afrique. Rendez-vous mardi à partir de 10h30 pour un nouveau numéro de ce magazine. À bientôt.